Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Un portefeuille ministériel ne peut pas être plus important que l'attachement au Liban. Une déclaration du chef de l'État libanais à l'intention de Michel Aoun qui continue de rejeter le principe de rotation ministérielle. À l'occasion de la fête de Saint-Maron, le patriarche maronite réitère son appel au respect des principes du pacte national, des lois et des constantes nationales en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Malgré les violences, le Croissant Rouge syrien continue d'évacuer des civils et distribuer de l'aide d'urgence aux habitants assiégés de la ville de Homs. Régime et rebelles s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve. Et à suivre également dans ce journal des navires de guerre iraniens en route vers les États-Unis. Une mesure prise en réponse à la présence renforcée de bâtiments de l'US Navy dans le Golfe. Une zone stratégique par où transitent 40% des exportations maritimes de pétrole. La crise gouvernementale s'invite aux célébrations de la Saint-Maron ce dimanche. Une messe a été célébrée en la cathédrale Saint-Maron à Gemmaizé par l'archevêque maronite de Beyrouth, Monseigneur Boulos Matar, en présence de plusieurs responsables de tous bords, notamment du président de la République, Michel Sleiman, et du Premier ministre désigné, Tamam Salam, ainsi que du ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Cherbil, et du chef des Kataeb, Amin Jmaïel. Dans son homélie, Monseigneur Matar a indiqué que sauver le Liban commence par la préservation de ses valeurs nationales, qui constituent, selon lui, l'essence même de son existence. Il a critiqué la paralysie du Parlement, le retard dans la formation du gouvernement et les inquiétudes autour de l'échéance présidentielle, mettant en garde contre la menace du vide institutionnel. Et puis, peu avant la messe, Michel Sleiman a estimé honteux que les responsables libanais ne tiennent pas à la formation d'un cabinet, alors que tous les pays du monde y tiennent. Les échéances constitutionnelles doivent être respectées, selon lui. Le chef de l'État a indiqué que les conditions internes sont désormais favorables à la formation d'un gouvernement sur la base de la déclaration de Brabda et de la charte de Bkerké. Il a ainsi souligné qu'un portefeuille ministériel ne peut pas être plus important que d'être attaché au Liban. Une référence claire au chef du CPL, Michel Aoun, qui rejette le principe de la rotation des portefeuilles. Michel Sleiman a par ailleurs annoncé avoir demandé à son homologue français, François Hollande, de fournir au Liban des armes qualitatives qui permettent à l'armée de faire face seule à Israël. Les deux hommes se sont rencontrés samedi à Tunis. Le patriarche maronite a pour sa part réitéré son appel au respect des principes du pacte national, des lois et des constantes nationales comme mentionné dans la charte nationale de Bkerké. Dans son homélie dominicale, Marbshara Botreserraï a précisé que le but de ce texte est de placer le Liban sur la voie du redressement en préparant l'élection d'un nouveau président de la République. Il a dans ce contexte appelé à l'union nationale et à la fin des dissensions pour former un gouvernement qui préparerait l'élection présidentielle. Selon Rahi, le peuple a perdu confiance en ses responsables qui ont couvert des violations. Le patriarche a en outre appelé les politiciens à arrêter de financer des combattants et de détruire la société. Michel Aoun a assisté à la messe à Bkerké à la tête d'une délégation du bloc du changement et de la réforme. À l'issue de sa rencontre avec le patriarche Rahi, il a salué la charte de Bkerké publiée la semaine dernière par l'Assemblée des évêques maronites. Le chef du CPL a déclaré soutenir le texte à 100% car il représente les principes sur lesquels le Liban a été fondé et qui assurent au pays stabilité et continuité. Il a par ailleurs fait part de sa volonté d'aider à l'application du document. Le Croissant Rouge syrien a réussi à distribuer une partie de l'aide d'urgence aux habitants assiégés de Homs, malgré les tirs contre son convoi. Le régime et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve instaurée pendant 3 jours. Au moins un conducteur a été blessé. Mais l'ensemble du personnel du Croissant Rouge et de l'ONU est parvenu à quitter la ville. L'aide distribuée comprend de la nourriture, des kits médicaux et d'hygiène, des matelas ou encore des couvertures. Dès l'aube, 5 explosions ont retenti dans la ville, retardant la distribution de l'aide. On estime à 2500 le nombre de civils bloqués dans la vieille ville de Homs. Vendredi, 83 personnes prises au piège des combats depuis 1 an et demi. Des hommes âgés, des femmes et des enfants ont pu quitter la ville sous escorte. Beaucoup d'entre eux montraient des signes de malnutrition. Des civils ont pu quitter la ville à pied, entourés de véhicules de l'ONU, pour ne pas être pris pour cible par des snipers.
Dans un instant, direction l'exposition Rétromobile en France, le rendez-vous annuel des amoureux, des collectionneurs de belles voitures. C'est en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Plusieurs navires de la marine de guerre iranienne ont reçu l'ordre de se rapprocher des frontières maritimes des États-Unis. Une mesure prise en réponse à la présence renforcée de bâtiments de l'US Navy dans le Golfe. Selon le commandant de la flotte iranienne du Nord, il s'agit d'envoyer un message à Washington. L'amiral a précisé que les bâtiments iraniens ont entrepris leur voyage vers l'Atlantique via l'Afrique australe. Les États-Unis et leurs alliés organisent régulièrement des manœuvres navales dans le Golfe, une zone stratégique par où transitent 40% des exportations maritimes de pétrole. La 5e flotte américaine est stationnée au Bahreïn. Les autorités tunisiennes affirment avoir arrêté cette nuit un homme soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de l'opposant Mohamed Brahimi. L'arrestation aurait eu lieu lors d'une opération de police près de Tunis. En début de semaine, les forces de l'ordre avaient déjà mené une opération dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un autre opposant, Chokri Belaïd. Le tueur présumé de Belaïd avait alors été abattu. Mohamed Brahimi était député ouvertement opposé au parti islamiste Ennahda. Idem pour Chokri Belaïd, avocat et militant de gauche. La mort de ces deux hommes à quelques mois d'intervalle l'an dernier avait plongé la Tunisie dans une profonde crise politique, manifestations de rue, blocage des institutions, etc. À présent, le pays semble émerger de cette paralysie. Une nouvelle constitution vient d'être adoptée, un gouvernement apolitique a été mis en place et on évoque la perspective d'élections générales d'ici à la fin de l'année. La secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Europe a connu quelques heures difficiles. Elle a été rattrapée par une conversation privée dont la bande-son a été mise en ligne sur les réseaux sociaux. On y entend Victoria Nuland s'entretenir avec un homme, probablement l'ambassadeur américain à Kiev. Les deux diplomates parlent de la meilleure stratégie pour régler la situation politique en Ukraine et des rôles que peuvent jouer l'ONU et l'Union européenne. Pour cette dernière, les propos y sont peu flatteurs. Victoria Nuland affirme, et je cite, que l'UE aille se faire foutre. Fin de citation. À Washington, la porte-parole du département d'État, Jennifer Psaki, n'a pas démenti la réalité ni l'authenticité de cette conversation téléphonique. Elle a précisé que Victoria Nuland avait présenté ses excuses à Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne. La porte-parole américaine a toutefois mis en cause les autorités russes et ses services de renseignement pour avoir médiatisé cette affaire en relayant la bande-son sur Twitter. Des propos inacceptables selon Angela Merkel. Laurent Fabius, lui, a réagi de façon plus modérée. On l'écoute. Si soit les premiers ministres, soit les ministres des Affaires étrangères devaient consacrer l'essentiel de leur temps à commenter les propos tenus par tel ou tel diplomate, nous n'aurions pas le temps de faire autre chose. Et donc, en ce qui me concerne, je me consacre à autre chose. Nous sommes extrêmement proches et la relation est très positive. Et en ce qui concerne les relations personnelles que j'ai avec John Kerry, parce que les relations personnelles, ça compte beaucoup, elles sont également excellentes. Et c'est un homme qui, comme vous le savez, parle très bien le français. Alors, je dirais que he's a smart guy. Les Suisses aux urnes ce dimanche pour voter sur l'immigration. Ils se prononcent par référendum pour fixer des quotas annuels aux autorisations de séjour pour les étrangers. Un texte proposé par l'Union démocratique du Centre, premier parti du pays. Cet accord remet directement en question l'accord sur la libre circulation entre la Suisse et les 15 premiers pays européens entrés en vigueur en 2002. Selon un récent sondage, les intentions de vote en faveur du non tournent autour de 50%, alors que celles en faveur du oui ont progressé de 37 à 43% pour 7% d'indécis. Le oui affecterait l'économie du pays qui dépend beaucoup de la main-d'œuvre étrangère. Le Japon, recouvert d'un manteau blanc, une tempête de neige a fait 11 morts et plus de 1250 blessés ce week-end à travers le pays. Il est tombé 27 cm de neige à Tokyo, une première depuis 45 ans. Plus de 20 000 foyers sont privés d'électricité. 400 vols ont été annulés ce dimanche, en plus des 740 supprimés la veille. Résultat, quelques 5 000 voyageurs sont restés bloqués en début de journée à l'aéroport international de Tokyo-Narita à cause du mauvais état des routes le reliant à la capitale. D'autres chutes de neige sont redoutées dans le nord du pays.
Le salon Rétromobile referme ses portes ce dimanche après 5 jours d'exposition à la porte de Versailles. Un événement annuel incontournable pour les amoureux de vieilles voitures et les collectionneurs. Plus de 500 véhicules et des milliers de pièces détachées d'une autre époque exposées sur 33 000 mètres carrés. Au programme de cette 39e édition, l'aventure humaine et sportive du Dakar avec une douzaine de véhicules qui ont tenté et réussi l'aventure de ce rallye mythique. Rêves, démesures et excentricités sont également au rendez-vous avec une collection de voitures de Maharaja des Indes. Et puis à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, Rétromobile présente des véhicules, véritables monuments historiques et derniers témoins de cette époque. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Un portefeuille ministériel ne peut pas être plus important que l'attachement au Liban. Une déclaration du chef de l'État libanais à l'intention de Michel Aoun, qui continue de rejeter le principe de rotation ministérielle. À l'occasion de la fête de Saint-Maron, le patriarche maronite réitère son appel au respect des principes du pacte national, des lois et des constantes nationales en vue de l'élection d'un nouveau président de la République. Malgré les violences, le Croissant-Rouge syrien continue d'évacuer des civils et distribuer de l'aide d'urgence aux habitants assiégés de la ville de Homs. Régime et rebelles s'accusent mutuellement d'avoir rompu la trêve. Et puis des navires de guerre iraniens en route vers les États-Unis, une mesure prise en réponse à la présence renforcée de bâtiments de l'US Navy dans le Golfe, une zone stratégique par où transitent 40% des exportations maritimes de pétrole. Merci de votre attention, retrouvez-nous dès demain à 16h40 heure de Beyrouth pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.